Ce dont je vais vous parler ce soir, ce sont les entreprises qui ont décidé de poursuivre la valeur sociale d'abord et de jouir des profits ensuite, comme une conséquence. Parce que ces entreprises ont décidé de se concentrer sur les membres de leur écosystème, leurs clients, leurs fournisseurs, les communautés locales, nous les avons appelées les entreprises altruistes, du mot latin alter, l'autre. Pour bien comprendre la nature révolutionnaire de cette approche, je vous invite de revenir 50 ans en arrière et voir ce que les entreprises ont fait par rapport à la valeur sociale. Milton Friedman, il y a 50 ans exactement, a écrit cet article dans lequel il a dit que la seule responsabilité de l'entreprise est de maximiser les profits. Il n'était pas contre la valeur sociale, mais il disait que les propriétaires sont libres de contribuer une fois que les entreprises ont tout fait pour maximiser les profits. Pourtant, c'est une autre approche qui s'est répandue à partir des années 80, la RSE. C'est une approche d'ailleurs qui est obligatoire dans un certain nombre de pays, en France à partir de 500 personnes. Elle a fait beaucoup de contributions positives. Mais elle est aussi sujet à quelques critiques, la principale étant que la poursuite de la valeur sociale et la valeur environnementale est subordonnée à la recherche de profit. Et si les entreprises poursuivaient la valeur sociale et les profits en même temps? C'est ce qu'a proposé John Elkington dans les années 90, un auteur et consultant britannique, avec cette approche de triple bottom line qui était très très populaire dans des milliers d'entreprises, qui a inspiré d'ailleurs aussi l'approche de certification B Corp et un tout petit peu plus tard, Benefit Corporations, qui a donné l'entreprise en mission en France. Toutes ces approches-là partent d'une volonté très louable. Poursuivre à la fois la valeur sociale et environnementale et les profits. Mais est-ce réaliste? Est-ce réaliste de courir plusieurs lièvres à la fois? Peut-on à la fois maximiser les profits et la valeur sociale? Peut-on en même temps maximiser le nombre d'objets que vous achetez et votre compte en banque? C'est impossible. Par conséquent, la raison principale de ces approches allant de triple bottom line, B Corp, les entreprises à mission, ce n'est pas qu'elles ne vont pas assez loin, mais que ces approches ne peuvent pas le faire. Pour qu'on puisse contribuer, les entreprises puissent contribuer davantage à la valeur sociale que toutes ces approches, il faut arrêter de courir plusieurs lièvres à la fois. Milton Friedman aurait dit, oui, il est parfaitement d'accord, il faut poursuivre le lièvre des profits. Les dirigeants d'entreprises que nous avons rencontrés ont fait un choix inverse. Ils ont décidé de poursuivre un seul lièvre, mais celui de la valeur sociale. C'est ce que nous avons découvert avec mon co-auteur Laurent Marbaché. Les entreprises altruistes, ce sont des entreprises qui ont décidé de se mettre au service de tous les membres de leur écosystème, les clients, les fournisseurs, les communautés locales, de le faire à travers toutes les activités de leur cœur de métier et de le faire de manière inconditionnelle. Alors peut-être vous me posez la question, et les profits des entreprises altruistes? Eh bien, allons-y, on va regarder une de ces entreprises, qui est la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui se trouve dans le Loiret, une des plus grandes laiteries françaises. Vous connaissez certainement la marque C'est qui le patron, dont LSDH était à l'origine, et
produit toujours. Cette marque a permis de sauver de la faillite 80 producteurs du lait bressois. Mais je vais vous raconter une autre histoire d'une autre marque. Elle s'appelle les 30 fermes Cantevelotte. Si vous tournez un tout petit peu, vous voyez ici une trentaine de familles souriantes, heureuses. Et pourtant, en 2010, ils n'étaient pas souriants du tout. Ces 30 producteurs de Cantal, l'Aveyron, du Lot, éloignés des industries laitières, et donc étaient à l'abandon, ces industries, parce que c'était trop onéreux de récolter leur lait. Et en dernier recours, sont partis voir Emmanuel Vasnex, qui est le président de l'SDH, qui a eu une idée de produire une marque spécifiquement à partir du lait de ses producteurs et de la vendre au prix fixé avec la marge garantie pour le producteur et les industriels. Casino a accepté, ces fermiers étaient sauvés de la faillite et le résultat est dans mes mains. Et l'SDH d'ailleurs est né après la guerre déjà par le souci de sauver les producteurs du lait, cette fois-ci de centre de France, dont on ne voulait pas du lait parce qu'encore une fois trop éloigné des centres de production. Et aujourd'hui, il continue d'agir pour le bien des agriculteurs partout en France, y compris pendant le Covid. Alors vous allez me dire, est-ce que cette entreprise est profitable? Les entreprises altruistes apprécient les profits, mais ils font un pari. C'est de d'abord agir pour la valeur sociale et espérer que les profits vont arriver comme une conséquence. Pour ces entreprises, le profit, c'est un peu comme de l'eau. On ne vit pas pour boire le maximum de l'eau possible, mais on a besoin de l'eau pour vivre bien et longtemps. C'est pareil pour ces entreprises-là qui ont besoin des profits pour pérenniser leur entreprise, pour créer de la valeur sociale. D'ailleurs, c'est du bon sens quand vous m'entendez dire ça. Ce bon sens est d'ailleurs à l'origine de la plupart d'entreprises. Prenez cette question. Pourquoi on crée des entreprises? Pourquoi l'entrepreneur crée les entreprises? Réponse A, on va jouer aux questions champions, pour faire des profits. Réponse B, pour la liberté d'action et la réalisation de soi. Je ne vous demande pas de prononcer, mais je vous dis ce qu'a pensé Milton Friedman. Lui, il aurait dit probablement pour faire des profits. Et pourtant, on peut soumettre ça, cette hypothèse, à un test, ce qu'ont fait deux chercheurs de Princeton et de Stanford, qui ont contacté 65 000 personnes en demandant s'ils sont en train de créer leur entreprise. Ils ont identifié 830 qui étaient en train d'être des créateurs d'entreprises. Ils ont soumis à un test pour voir quelles sont leurs motivations de créer leurs entreprises. Et là, surprise, les entrepreneurs créent leur entreprise pour être libres d'agir par eux-mêmes, être leur propre patron en quelque sorte, et pour réaliser leur rêve d'offrir un produit ou un service qui est utile aux autres, utile à la société. Donc pour les entrepreneurs, il s'agit non pas de créer l'entreprise pour faire le maximum de profit, mais pour en avoir assez, évidemment, mais pour justement pérenniser cette jeune entreprise pour pouvoir continuer, jouir de la liberté d'action et de poursuivre le rêve. Mais cette étude-là, elle a aussi une conséquence, une leçon, si vous voulez, très importante pour les entreprises altruistes. Les entreprises altruistes, en réalité, ce qu'elles font, c'est de revenir vers le pari originel qui était la leur, à savoir faire tout pour les membres de leur écosystème et d'espérer que les profits suivront. Alors, est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Je vous invite de regarder cette belle courbe, par exemple, de LSDH,
À partir de 2007, quand cette entreprise et la famille Vastnext a regagné le contrôle, toujours dirigé à LSDH, mais à partir de 2007, ils ont gagné le contrôle. Et vous voyez les résultats en termes de chiffre d'affaires de cette croissance, toujours profitable. D'ailleurs, dans cette entreprise-là, on partage 20% des profits avec des salariés, et même avant 2007. Cette démarche était d'ailleurs reconnue par un très grand nombre de prix, y compris ce dernier prix. Voici donc le pari des entreprises altruistes. Arrêtez de poursuivre les profits et de se consacrer inconditionnellement pour prendre soin des membres de leur écosystème et espérer que cet écosystème prendra soin d'eux. C'est ce que nous avons découvert avec mon co-auteur Laurent Marbaché pendant 5 ans en allant dans plusieurs dizaines d'entreprises, dont LSDH n'est qu'un exemple, sur 3 continents, de tout secteur, tout type, de taille. Alors, en ce moment, peut-être ce que vous pensez, c'est que moi et mon co-auteur, on a probablement fumé quelque chose. Mais qu'on est parti sur 3 continents de rencontrer quelques dizaines de patrons qui aussi ont fumé quelque chose. Et qu'en réalité, peut-être, notre société ne s'attend pas du tout de ça, de nos entreprises. Permettez-moi de vous donner juste un chiffre sur ces attentes croissantes dans nos sociétés vis-à-vis des entreprises. Millennials, je vois qu'il y a ici dans la salle ceux qui sont nés entre 1984 et 2000, qui représentent 50% de salariés en France aujourd'hui, que dans 10 ans vont représenter 75% de salariés. Quel pourcentage de ces millennials croient qu'un succès de l'entreprise ne doit pas être mesuré uniquement en termes financiers? Allez-y, dites-moi quelques-uns. Quel est le pourcentage? Qu'est-ce que vous en pensez? 70, encore une proposition? Ok, bon, vous n'êtes pas loin, bon, 87%. Vous voulez recruter les meilleurs parmi eux? Vous voulez les garder? Et j'ai des statistiques de ce type, non seulement par rapport à des salariés, mais aussi par rapport à des consommateurs publics en général, et, rendez-vous compte, des investisseurs. Donc, hier, les entreprises pouvaient parfaitement ignorer les attentes des salariés, des consommateurs, du public en général, des investisseurs. Aujourd'hui, ça paraît impossible. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas seulement moi qui fume, mais que tout le monde fume, vous en l'occurrence en partie aussi. Dernier point. Quel est le secret de ces entreprises qui leur a permis de transformer leurs activités de cœur de métier et justement de gagner ce pari? C'est la confiance. C'est la confiance qui leur a permis d'agir vis-à-vis des membres de leur écosystème sans condition et sans protection. Comment les entreprises classiques construisent-ils leur rapport avec les membres de leur écosystème? Elles le font sous la protection des contrats et sous condition de retour sur l'investissement. On appelle ça comment? Les transactions économiques. Les entreprises altruistes ont décidé de conduire leur rapport avec les membres de leur écosystème en tant que relation authentique, comme si vous faisiez avec vos amis. Si vous invitez un ami pour passer un week-end chez vous, vous ne le dites pas, tu es un ami tant que tu ne me coûtes pas trop cher. Ou tant que j'ai un retour sur mon investissement sur toi. Concrètement, si votre client tarde à payer, plutôt que d'envoyer une lettre recommandée, vous allez vous enquérir de ces difficultés. Peut-être d'ailleurs il n'a pas reçu votre facture, ça arrive.
ou qu'il a des difficultés de trésorerie, dans quel cas peut-être vous pouvez échelonner. Le paiement, la même avec le fournisseur qui a des problèmes. Vous allez peut-être chercher comment l'aider plutôt que le remplacer. Et les profits. En réalité, si vous construisez les rapports avec les membres de votre écosystème et vous faites tout pour prendre soin d'eux, cet écosystème, elle prendra à conséquence le soin de vous. Peut-être certains parmi vous, vous le faites déjà au sein de vos entreprises, sans le savoir. Mais si vous prenez pleinement conscience et vous appliquez complètement cette philosophie de l'entreprise, vous pouvez vraiment rendre le monde meilleur. Et grâce à cela, rendre votre entreprise prospère. Merci.